bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Thomas Buller, qui est maître de conférence ici à Besançon en aménagement et urbanisme au laboratoire THEMA. Depuis cette année, membre de l'Institut universitaire de France. Et puis voilà, donc on est très content, Thomas, que tu aies accepté de venir nous faire une conférence. Merci André. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus déjà à cette conférence. Alors effectivement, je suis enseignant-chercheur depuis 11 ans maintenant dans l'établissement, à l'université. Je me suis intéressé à beaucoup de sujets, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez précis. On va parler de la planification urbaine et du produit qui débouche, en tout cas qui découle de cette activité, c'est-à-dire les plans d'urbanisme des villes. Alors j'ai osé une question un petit peu provocatrice pour vous faire venir. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous a fait venir ou si c'est autre chose, mais peut-on encore planifier l'urbanisme des villes aujourd'hui ? Alors j'ai choisi comme fond de diapositive, peut-être certains ou certaines le reconnaissent, c'est le tout premier plan d'urbanisme de Besançon qui date de 1938, qui est le plan Boutrin de Maurice Boutrin. Je crois que c'est un zoom sur le quartier de Saint-Claude. Tout ça et ce visuel est là pour expliquer une chose, c'est que grosso modo on planifie et on fait de la planification urbaine en France et à Besançon évidemment depuis plus de 100 ans. Et la question c'est de se demander si cette manière d'agir sur les villes fonctionne toujours, si elle correspond toujours aux sociétés dans lesquelles on vit, et essayer de comprendre et de voir comment, on va dire, cet urbanisme évolue et comment ces discours sur la planification des villes évoluent. Voilà. Alors, je vais vous proposer 4 temps. Je vais vous proposer, on en a pour à peu près 50 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Vu que c'est une conférence grand public, il y aura quelques rappels au début, donc je suis désolé, j'ai identifié quelques anciens étudiants, je pense que vous allez reconnaître certains visuels. Mais en tout cas, allez, 10 minutes pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est que la planification urbaine et ce que c'est pas aussi, parce que ça ne veut pas dire urbanisme exactement, c'est quelque chose d'autre. Ensuite, on verra du point de vue de la recherche, quel est finalement le point de vue de la recherche sur ces documents, sur les plans d'urbanisme. Alors ils sont plutôt contestés, plutôt ignorés ou plutôt très critiqués, on va le voir, mais moi je fais partie des rares universitaires, on n'est pas tant que ça, on est peut-être 20 ou 30 dans le monde à s'y intéresser quand même, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite on va essayer de rentrer plus dans les détails, c'est-à-dire essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut décrypter ce que disent et ce que ne disent pas les discours des villes, que les villes inscrivent dans leur plan d'urbanisme, pour ensuite ouvrir sur des perspectives et sur une discussion avec vous, une discussion à la fois qui peut être académique ou aussi une discussion tout simplement citoyenne, puisque c'est a priori plutôt un outil qui se doit d'être démocratique, et donc on peut évidemment le questionner. Voilà. Donc on va partir sur cette première partie qui a pour but plutôt d'identifier le contexte, de bien préciser de quoi on parle. Donc je l'ai intitulé « Planifier l'urbanisme ». Un siècle d'action sur les villes. Alors, je vous propose une petite phrase, on va la commencer déjà. La planification urbaine institutionnalisée. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, une chose. Lorsqu'on parle d'urbanisme et d'action sur la ville, il y a plusieurs modalités d'action sur les villes de la part des collectivités territoriales. Okay ? Donc aujourd'hui, on va parler de planification. La planification, c'est quelque chose de particulier, mais il y a au moins 2 autres grands métiers d'action sur la ville. Il y a la programmation, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, et le projet urbain. Et ce n'est pas exactement les mêmes modalités, ce n'est pas exactement les mêmes acteurs, et surtout, ce n'est pas les mêmes leviers, les mêmes contraintes d'action sur la ville. Alors, aujourd'hui, on va parler de la planification. La planification urbaine, elle se passe plutôt à l'échelle de l'agglomération. Donc en général au-delà de l'échelle de la commune. Elle est plutôt sur un horizon temporel assez lointain, assez long, donc plutôt à 10 ou 20 ans. Et la planification a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de modifier les structures de l'espace. Donc il y a comme un but d'essayer de modifier petit à petit la ville, la forme de la ville, la répartition des activités, des populations, des densités, inscrire de nouveaux axes de transport, etc. Je vous ai mis un petit visuel. Le visuel, c'est d'un document d'urbanisme de Brest Métropole. Vous voyez peut-être un petit peu, il y a 2 coloris d'aplats de couleurs. En rose clair, c'est la ville telle qu'elle est actuellement, et en rose foncé, c'est là où est prévu le développement urbain, où est prévue la densification, les nouveaux tissus urbains. Donc on voit bien qu'il y a un discours qui se projette dans le futur de
où va grandir la ville, où est-ce qu'on souhaite qu'elle grandisse, et comment est-ce qu'on va l'accompagner par ces réseaux qui sont inscrits avec des flèches, etc., qui sont plus ou moins précis, mais il y a donc un discours global qui vise à modifier les structures de la ville. On ne ferait pas de planification urbaine sinon. Et la deuxième chose, et peut-être vous connaissez les documents d'urbanisme pour ça, des fois, les gens ne lisent pas beaucoup les documents d'urbanisme, à part les gens comme moi, ou quelques passionnés, mais on regarde des fois, à l'occasion dans sa vie, quelques documents d'urbanisme, notamment pour ces choses-là, et ces choses-là, c'est la partie de l'urbanisme réglementaire, c'est-à-dire tout le droit qui va s'appliquer à la parcelle. Okay, donc quand on fait de la planification, on a à la fois un projet global à l'échelle de l'agglomération, mais en même temps, les urbanistes qui font de la planification vont devoir réglementer chaque parcelle. Donc peut-être, vous pouvez regarder le lieu où vous habitez, savoir si vous avez le droit de construire une deuxième maison, si vous avez le droit de faire une extension, etc. Donc quand on fait de la planification, c'est ces deux choses-là. Avoir un discours global et accompagner les évolutions de la ville, et en même temps le définir et le définir très clairement à l'échelle de la parcelle. Et ce n'est pas évidemment juste un exercice comme ça théorique ou intellectuel. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport de différence de valeur entre un terrain constructible et un terrain pas constructible. Je ne sais pas si vous avez une idée, combien de fois plus. Oui, vous faites oui de la tête, donc oui. Moi je vous le dis, c'est entre 20, 30, des fois 50, des fois 100. Donc clairement, ce n'est pas qu'un exercice intellectuel ou un exercice d'écriture, c'est aussi une définition de quels terrains vont avoir de la valeur, 50, 40 ou 100 fois plus que ceux qui en auront 50 fois moins. Voilà. Donc il y a aussi une question claire de répartition de richesse, de répartition économique et de valeur de terrain. Voilà. Donc la planification urbaine, ce sont ces deux choses-là. Et évidemment, on voit bien que se cristallisent des enjeux qui sont largement au-delà de la simple esthétique et de la qualité urbaine. Il y a aussi des enjeux assez matériels et assez basiques. On va donc parler de ces documents qui essayent de faire les deux, de la stratégie, et donc de la stratégie à l'échelle de l'agglomération, et une définition plus à l'échelle de la parcelle. Il y a deux autres types d'actions, on n'en parlera pas aujourd'hui. Il y a la programmation. La programmation, disons que c'est souvent une réflexion à l'échelle d'un quartier. Là, je vous ai mis un visuel qui concerne le quartier de la Boulois, qui est actuellement en travaux. Et la ville a développé toute une réflexion, notamment sur le quartier Thémis, Boulois, Montrapon, pour essayer de les reconnecter. Donc ça s'appelle plutôt de la programmation, dans le sens où c'est quelque chose de volontaire, c'est pas du tout imposé par l'État. Ça n'a pas de grande valeur opposable juridiquement, contrairement à ce qu'on a vu avant. Ce qu'on a vu avant, là, si votre parcelle elle est en zone UB3, UB4 ou UB5, vous n'avez pas le droit de faire autre chose que ce qui est écrit normalement sur votre terrain. La programmation, c'est quelque chose de plus volontariste, un peu plus souple aussi, et souvent de plus concerté. Voilà. Et la dernière chose dont on ne parlera pas, et après je vous promets de parler du sujet, ce sont les projets urbains. Les projets urbains, c'est la troisième grande modalité d'action sur la ville. Et les projets urbains, j'ai mis un visuel sur le projet Viot, tel qu'il apparaissait à l'époque, quand il n'était pas construit. Le projet urbain, c'est d'autres choses. Enfin, c'est aussi de l'urbanisme, mais c'est une autre échelle, évidemment. C'est plutôt l'échelle d'un quartier. Ça se construit plutôt autour d'une opportunité foncière. En général, la collectivité fait l'acquisition d'un grand terrain, d'une série de parcelles, qui permettent ensuite de développer un projet, mais contrairement à ce qu'on a vu tout au début et ce dont on va parler, on sera beaucoup plus dans le régime de la négociation avec les propriétaires fonciers à qui on essaye d'acheter les terrains, négociation avec les promoteurs qui vont construire, et en général, la collectivité va surtout aménager le quartier, mais ne peut pas tout financer toute seule. Donc il y a évidemment un rapport qui est moins favorable à la collectivité que dans la planification. Voilà, je voulais préciser ça parce que des fois, même dans mes cours, je peux aussi avoir des questions où je me demande si je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc la planification urbaine. Souvenez-vous, les plans qui développent un discours à l'échelle de l'agglomération et de la parcelle. Alors, je crois que ça fait à peu près 9000 ans ou 10 000 ans en fonction des datations, mais que les humains habitent dans des villes, enfin que certains humains habitent dans des villes. Et évidemment, depuis ce temps-là, les humains, organisés en société, essayent de modifier les établissements urbains dans lesquels ils vivent. Voilà. Mais je vous ai dit, la planification urbaine, en tant que telle, ne date que d'une centaine d'années. Alors, qu'est-ce qui la différencie de tous les arts urbains, de toutes les modalités d'action sur la ville précédentes ? Il y a 4 grandes traits de définition qui distinguent la planification urbaine et les plans urbains de toutes les autres, je vais arrêter de souffler dans le micro, de toutes les autres modalités d'action. La première chose, c'est qu'on a un rapport au futur, donc on a vraiment une dimension prospective. La
première des choses, c'est qu'il y a un discours sur un futur qui est souhaité, qui est souhaitable, qui est défini, qui est en général plutôt explicite. Quel futur on veut atteindre? Est-ce qu'on veut une ville, je ne sais pas, des courtes distances? Est-ce qu'on veut une ville moins étalée? Est-ce qu'on veut une ville plus verte, etc. Donc il y a un horizon qui est construit collectivement, c'est la première chose. La deuxième chose qui va avec, c'est qu'on a quand même une vision et une dimension rétrospective. On va regarder dans le passé proche de la ville, voilà, en essayant d'identifier qu'est-ce qui s'est passé sur les 20, 30 dernières années qui ne plaît pas collectivement à la collectivité. Ça peut être, je ne sais pas, la vacance des commerces, des logements trop vétustes, des choses comme ça. Et donc, on va essayer de mettre le doigt sur ce qui ne plaît pas dans le passé pour essayer de nourrir un discours sur le futur. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premiers axes. Et il y a deux choses qui définissent bien la planification urbaine encore. Deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une dimension régulatrice. Quand apparaissent les plans, je vais vous montrer juste après quand est-ce qu'ils apparaissent en Europe, on construit des plans d'urbanisme avant toute chose aussi pour instituer un marché foncier, un marché des terrains. Voilà. C'est-à-dire qu'avant ça, les transactions n'étaient pas extrêmement limpides et il n'y avait aucun droit qui s'appliquait sur qu'a-t-on le droit de construire sur telle ou telle parcelle. Donc, construire des plans d'urbanisme, ça permet aussi tout simplement de rendre un peu plus transparent, en tout cas, les terrains constructibles, ceux qui ne le sont pas, etc. Et forcément, ça va créer des intérêts. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une dimension coordinatrice, c'est-à-dire que l'ensemble, toute une série d'acteurs vont pouvoir se projeter. Comme la collectivité va dire, d'ici 15-20 ans, c'est probablement ça qui devrait arriver, on va avoir les individus comme vous et moi, on va avoir des promoteurs qui vont s'y intéresser, on va avoir des services, tout simplement, des services publics. Où est-ce que la ville va grandir? Où est-ce qu'il va falloir construire des écoles? Où est-ce qu'il va falloir construire des réseaux, etc. Donc ça va aussi intéresser toute une galaxie de personnes. Et en fait, la planification urbaine institutionnalisée, c'est ça. Alors, quand est-ce qu'elle apparaît? Il y a des débats sans fin d'urbanistes sur qui a créé l'urbanisme. Je crois que les gens sont à peu près d'accord. C'est Cerda, que vous connaissez peut-être pour le plan d'extension de Barcelone, peut-être. Certains connaissent ou voient à peu près à quoi ça ressemble. Alors, la figure un peu tutélaire de l'urbanisme de planification, c'est un peu plus contesté. Alors, bon, il y a quand même plusieurs auteurs qui identifient ce monsieur, qui n'est pas si connu que ça dans l'historiographie française, Reinhard Baumeister, qui est allemand, et donc qui officie, on va dire, à la fin du 19e siècle, avec un exemple que lui-même a produit, c'est le plan d'extension de la ville de Heilbronn. Heilbronn, c'est au centre de l'Allemagne, un petit peu en dessous de Francfort, au sud de Francfort. Alors, simplement, on va s'arrêter là-dessus pour quand même identifier 2-3 choses. Par rapport à toutes les autres modalités de l'urbanisme, la planification urbaine, elle s'inscrit, et ça fait partie des premiers plans. Première chose, déjà, le lien, il est très clair avec l'extension des villes. Un plan ici, vous voyez peut-être, vous avez ici le cœur de la ville historique. On ne va pas beaucoup toucher à la ville historique. La ville, déjà là, on peut identifier quels sont ses problèmes. Est-ce qu'il manque des équipements? Est-ce qu'il y a une vétusté, je ne sais pas, du logement, etc. Et on va essayer d'équiper ce centre historique en planifiant le mieux possible l'extension de cette ville. Première chose. La deuxième chose aussi qu'on voit un petit peu ici, c'est qu'en fait, le plan, il est très léger, il n'est pas très contraignant. C'est pas un plan, je ne sais pas, le plan de Le Corbusier, le plan voisin pour Paris, où tout est défini, on va dire, au mètre près. C'est un plan qui vise, en fait, qui clairement assume le fait qu'on ne peut pas bien prévoir l'évolution des villes. Et donc, plutôt que d'essayer de faire un plan d'architecte extrêmement précis, on va plutôt définir des grandes zones où il sera possible de construire des logements, des commerces, à telle ou telle hauteur, etc. Mettre un nombre très limité de règles, mais pour permettre d'accompagner un développement urbain dont on ne connaît pas précisément la nature. Autre chose qu'on ne voit pas sur ce plan, il s'agit de villes allemandes de la fin du 19e siècle qui, si on regarde un petit peu les chiffres, ces villes ont une poussée démographique de 4% par an. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais 4% par an, ça veut dire que vous avez 4% de plus chaque année d'habitants. Sur des villes de 100 ou 200 000 habitants, ça fait très vite 5 000 ou 4 000 logements à construire chaque année. C'est extrêmement conséquent. Ça veut dire que sur 20 ans, vous doublez quasiment votre population, même moins, peut-être 15 ans. Et donc, il y a une urgence, en fait. Il y a une urgence à contrôler cette ville en boom démographique, cette ville qui s'industrialise. Et donc, la planification urbaine, elle arrive à ce moment-là. Et elle est portée par essentiellement un corps d'ingénieurs et poussée essentiellement par des partis qui sont plutôt des partis progressistes, plutôt de gauche, on va dire, mais qui sont
plutôt opposé à des mouvements plutôt révolutionnaires et qui visent plutôt à contester l'ordre établi. Donc on est plutôt sur des mouvements qui accompagnent en fait, et qui essayent de limiter au possible les contestations urbaines et qui essayent d'apaiser, on va dire, le développement de ces villes. Voilà. Donc Reinhard Baumeister. Alors plusieurs choses, ça c'est un article peut-être plus récent d'un collègue qui a travaillé sur la ville de Strasbourg. Strasbourg est considérée comme une des vitrines en fait, de l'urbanisme de planification tel qu'il se construit. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque où Strasbourg est rattaché à l'Empire allemand en 1871, et pour l'Empire, ça fait figure de vitrine. Et de plus, l'ensemble des murailles ont été détruites à la fin de la guerre de 70 autour de Strasbourg, et donc il y a eu une possibilité de construire et d'étendre une ville ancienne qui était un petit peu engoncée dans ses fortifications. Voilà. Et ce qu'on peut dire, et ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, dans cet article et dans toute une série d'autres articles, la planification urbaine, elle arrive à un moment clé. Alors, un moment où petit à petit, le pouvoir militaire perd un peu du terrain, parce qu'au départ, à partir de 1870, c'est surtout l'armée qui s'oppose un petit peu à l'extension de la ville, qui dit non, il faut faire attention, on ne sait jamais s'il y a besoin, etc. Et petit à petit, quasiment 10 ans après, en fait, on voit se mettre en place un pouvoir plus civil, un pouvoir qui associe des édiles locales avec des propriétaires fonciers. Et ce qui est intéressant, c'est que la planification urbaine à Strasbourg, et c'est quasiment les modalités qu'on a aujourd'hui de l'urbanisme, c'est qu'en 1880, jusqu'à 90, on a le premier concours d'urbanisme qui existe. Aujourd'hui, c'est une modalité classique. On a plusieurs équipes qui sont en compétition. Là, vous avez deux plans différents qui sont les plans concurrents, le plan Hort et le plan Conrad. Alors, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que, évidemment, pour les urbanistes, c'est toujours un peu étonnant, mais en fait, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique, il y a quelque chose de l'ordre de la forme urbaine, d'un discours de mise en place, de densité, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment des groupements d'intérêts. Et en fait, la différence entre les deux plans qui ont été proposés, celui de gauche, c'est celui qui a été construit, celui de droite, c'est celui qui n'a pas été retenu. Celui de gauche, en fait, si on regarde bien, il crée une voirie et des réseaux beaucoup plus orthogonaux, avec des parcelles beaucoup plus grandes sur lesquelles on va pouvoir construire beaucoup plus. Le plan de droite, c'est une extension du centre historique de Strasbourg, et donc ça copie un petit peu des réseaux de rues qui sont un peu plus entremaillés, etc. Et en fait, ce que raconte cet article, c'est qu'en fait, si le premier a été construit et pas le deuxième, c'est pas seulement par la qualité esthétique, etc., par le parti pris, mais c'est aussi parce que des grands acteurs ont intérêt à essayer de maximiser la constructibilité des terrains, et qu'on peut construire beaucoup plus de logements sur une grille orthogonale que sur quelque chose qui propose tout un entrelac de petites ruelles. Voilà. Donc évidemment, quand il y a des propositions urbaines, quand il y a des plans urbains, il y a aussi toute une collection d'acteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes, et c'est souvent quand on a une coalition d'acteurs qu'un type d'urbanisme s'étend. Alors, dernier petit point de ma présentation générale. On a fait un travail avec une collègue en essayant de trouver, voilà ce petit map monde, on a essayé de trouver dans chaque pays du monde quand apparaît la première loi qui impose au niveau national à toutes les villes d'une certaine taille de faire un plan d'urbanisme. Okay, parce qu'en général, ça fonctionne comme ça, c'est le ministère de l'équipement ou l'équivalent local qui ordonne en fait à l'ensemble des villes de faire un plan pour d'ici 10-15 ans, etc. Alors on le voit, ça part d'Allemagne, ça part essentiellement d'Europe, on va venir sur le cas français juste avant. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que oui, ça met peut-être un siècle à s'étendre sur l'ensemble de la planète, mais aujourd'hui, il y a quasiment tous les pays du monde, les villes sont contraintes, tous les 10 ans sont contraintes ou sont très contentes de le faire des fois, mais un plan d'urbanisme qu'elles vont réviser tous les 10 ans, tous les 15 ans. Alors pour moi, c'est génial parce que ça fait une collection de plans qu'on peut analyser, qui grandit chaque jour quasiment. Mis à part les zones en rouge ici, qu'on voit apparaître, qui sont aussi les zones où il n'y a pas forcément d'État constitué, quasiment partout, on a un droit de l'urbanisme qui impose à des villes de 10 000 ou 20 000 habitants de construire un plan prospectif. Voilà. Alors je vous propose encore, deuxième petit temps de mon introduction, et je passe à la suite après, c'est promis. Simplement, je vais vous parler du cas français, très rapidement, avec 4 dates. Je vous ai dit, ça fait 100 ans que les villes françaises construisent des plans d'urbanisme. Il y a une loi qui apparaît en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, qui est la loi Cornudet, qui est une loi extrêmement importante. Et en fait, c'est la première loi qui, justement, impose
aux collectivités locales, aux communes, de devoir faire un PAEE, donc on faisait déjà des acronymes à l'époque, un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Donc toute ville de plus de 10 000 habitants devait en faire un. Alors soit des villes de plus de 10 000 habitants, je n'ai pas mis tous les détails, soit des villes en croissance très rapide, soit des villes balnéaires, thermales, etc. Enfin des villes où il y a des enjeux, on va dire, fonciers, de construction, etc. Voilà. C'est pas une loi qui sort de nulle part, c'est clairement une traduction des... Alors, c'est pas dit comme ça, hein, vous imaginez bien à l'époque, mais c'est clairement une traduction des expérimentations allemandes, sauf qu'en France, c'est plutôt porté par ce qu'on a appelé le musée social, c'est-à-dire un collectif de députés plutôt progressistes, plutôt de gauche, de patrons un peu paternalistes, etc., mais plutôt de l'aile progressiste, et ça débouche sur cette loi en 1919. Loi qui a eu beaucoup de mal à se faire accepter, puisque même si elle a été promulguée en 1919, il y a eu toute une série de recours de propriétaires fonciers. Vous imaginez bien qu'ils n'étaient pas forcément ravis que du jour au lendemain, ces futurs plans allaient s'imposer, ou en tout cas allaient s'ajouter aux droits de propriété normalement inaliénables, et allaient pouvoir imposer certaines formes de construction ou d'autres sur leur terrain. Et donc, ce n'est qu'en 1934 que, enfin, effectivement, juridiquement, le Conseil d'État valide totalement cette loi. Alors, et dernier point qui me semble aussi extrêmement intéressant, ces plans, ils ont d'abord été faits et obligatoires dans les colonies françaises avant d'être imposés en métropole. Ce qui est aussi intéressant, parce qu'on parle souvent de diffusion nord-sud, etc. Là, on a un rapport qui est très, très particulier quand même, évidemment, au contrôle territorial, etc. Et ça a été une initiative qui a d'abord été faite essentiellement au Maghreb, pour ensuite être imposée aux îles françaises. Voilà. Alors, il y a plein de choses à dire sur ces plans. Franchement, si vous avez le temps, allez en bibliothèque. C'est en bibliothèque de conservation juste à côté, là-bas, enfin à peine plus loin. C'est des plans d'il y a une centaine d'années. Ils sont évidemment tous faits à la main. Ils sont dessinés extrêmement précisément. Et avec le recul, et avec un siècle de recul, ils ont aussi un côté très touchant parce que, évidemment, on a toute une série de propositions qui n'ont jamais débouché sur rien. Là, vous avez un petit focus simplement sur le pont de la République. Alors il y a un pont quand même qui a été construit là sur la gauche, qui a effectivement été construit, mais c'est aussi une époque où on n'hésite pas à faire des percées urbaines partout, quoi, à casser la moitié de la ville pour l'aérer, pour faire des grandes avenues, pour amener un peu plus d'hygiène. C'est l'époque hygiéniste aussi de la planification urbaine. Et mon petit préféré quand même, je vais vous le mettre, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un plan donc plutôt sur Citadelle, un bout de la boucle, et vous reconnaissez peut-être Brégy. Et vous voyez peut-être qu'il y a un peu de rouge autour du fort de Brégy. En fait, on voulait ici, à l'époque, en tout cas Maurice Boutrin et l'équipe municipale voulaient faire un grand parc, une promenade avec une énorme statue de Victor Hugo qui aurait dominé la ville. Donc ça n'a jamais eu lieu. Alors, peut-être est-ce une bonne chose, peut-être pas, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger. Mais en tout cas, on voit aussi, et c'est un des traits de la planification, on annonce souvent des choses qui, on va y revenir, qui ne sont pas toujours suivies des faits. Voilà. Donc ça, c'est le premier temps de la planification à la française. Les collectivités font. Je ne suis pas revenu sur une chose, mais il y a une chose aussi très rigolote avec un siècle d'écart, c'est que l'État a donné 3 ans aux communes pour faire leur plan, sachant qu'elles n'en avaient jamais fait. 3 ans. Le plan, donc 1919, le plan de Besançon, il sort en 1938. Voilà. Donc évidemment, il a fallu former des urbanistes, etc. Il n'y avait aucun urbaniste qui travaillait. C'est le moment d'ailleurs en 1919 où ouvrent les premiers instituts d'urbanisme en France. 3 ans était peut-être un peu ambitieux. Voilà, donc un peu moins rigolo, je vais passer très vite, mais c'est quand même aussi très important dans l'histoire de la planification française. Il y a une loi de 1943, donc de la France de Vichy, qui n'a pas été remise en cause à la Libération, c'est pour ça que j'en parle, qui va reverticaliser la planification. Si vous avez bien compris, la première phase, c'est plutôt chaque ville va faire avec des hommes et femmes de lettres et d'art localement des plans, avec des architectes, etc. En 1943, l'idée est de reverticaliser tout ça, que l'État recontrôle tout, qu'elle recontrôle la profession, puisque quasiment tout le monde pouvait faire un plan sans avoir de qualification particulière. Et ce qui est intéressant, c'est pas forcément l'idée qu'il y a derrière, mais c'est surtout que ça n'a pas du tout été remis en cause à la Libération, du tout, et que l'État a gardé vraiment une place extrêmement forte jusqu'à la décentralisation. Donc, c'est aussi une partie de la planification française, et elle date aussi de là. 4e petit temps, et je passerai à la suite après, on a plutôt dans les années 60, donc une loi qui s'appelle la LOF, on ne va pas rentrer dans les détails, mais cette loi elle est hyper importante car elle institue quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, c'est un système à 2 grands types de documents. Il y a le document de gauche qui s'appelle le SDO, on ne va pas rentrer dans les détails, un schéma directeur qui est plutôt à l'échelle de l'agglomération, qui donne des grandes orientations. Et on a celui de droite que vous connaissez peut-être, le POS, peut-être pour certains,
le plan d'occupation de sol, qui est effectivement la définition à la parcelle de globalement, quels terrains vont être constructibles et lesquels ne vont pas l'être, et lesquels vont être naturels, agricoles, etc. Voilà, donc le système à deux étages, il vient de là en fait. Le système français, il vient de cette époque-là. Et évidemment, on est dans une époque des années 60 où, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais l'objectif de la planification, c'est de répartir la croissance économique et croissance démographique. Et évidemment, la planification française aujourd'hui ne fait plus exactement la même chose. Alors, et je m'arrêterai là avec la dernière date, rassurez-vous. Alors, j'ai mis ce petit schéma que j'aime bien mettre aux étudiants, ça les fait rire en général. C'est une version simplifiée du système français de planification. Simplifié. Alors, on a une collection de documents. Ils ne sont pas tous opposables, ils n'ont pas tous forcément un poids juridique sur les autres. Maintenant, il y en a deux qui sont fondamentaux. Il y a le SCOT, qui est le cousin un peu éloigné du SDO qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un schéma à l'échelle d'agglomération. Et on a le PLU, que vous connaissez peut-être plus, qui correspond au poste, donc le document légal. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a eu toute une série de lois depuis les années 99-2000, depuis les lois SRU, dont vous avez entendu parler, Chevènement peut-être, mais il y a quand même une continuité. C'est-à-dire que même quand vous enseignez l'urbanisme comme moi, il faut se mettre à la page, car quasiment à chaque président, on a deux ou trois lois, quasiment. Les 5 ou 6 dernières années, il faut remettre ces diaporamas à jour quasiment chaque année. Mais il y a quand même une continuité. La continuité, c'est la place des pouvoirs d'agglomération, donc ce sont les intercommunalités qui petit à petit vont devenir l'interlocuteur principal. La commune disparaît petit à petit. Voilà, sur 30 ans, ça se voit clairement en France. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi que la planification revient. Parce que mine de rien, dans les années 90, et on va le voir tout de suite, beaucoup d'intellectuels se sont quand même demandé si la planification était encore intéressante, puisqu'on avait un peu changé d'époque. Et on va le voir, et oui, il y a eu un regain d'intérêt. Donc pour résumer l'ensemble de toute mon introduction, la planification urbaine institutionnalisée, elle est présente depuis plus d'un siècle dans quasiment tous les pays européens. Elle conduit, moi j'en suis très content, à la publication, à l'archivage de toute une série de documents sur lesquels on va pouvoir faire des analyses, et notamment des analyses de discours. Juste un petit exemple, en Europe, tous les 3 jours, on a un plan, et un plan c'est important, c'est un document qui fait 400 pages pour une collectivité, c'est des années de travail, 5-6 ans, des fois 10 ans de travail. C'est un document à l'échelle de la ville extrêmement important, mais si on dézoome à peine à l'échelle de l'Europe, quasiment tous les 3 jours, il y en a un nouveau qui est publié. Voilà. Donc ça fait une collection de documents qui est très très importante. Voilà. Alors ces plans, comment est-ce qu'ils sont reçus, comment est-ce qu'ils ont été perçus par la recherche au sens large ? Alors je vous ai dit, autour des années 90, il y a un mouvement notamment de réflexion des sociologues, des urbanistes, des géographes, qui ont beaucoup recritiqué ces documents de planification, qui ont été qualifiés d'archaïques par exemple par François Hacher, décevants en général, c'est un terme que j'ai pris de 2 collègues, mais bon, ça note une tonalité de beaucoup de personnes, décevant tout simplement, j'ai mis le chiffre en bas, pour moi il y a un seul article vraiment qui a été construit sur cette question de savoir est-ce que les annonces sont suivies des faits, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on écrit dans les plans, et notamment les plans stratégiques, 10 ans après, sont construits ou pas. C'est une question simple. L'exemple et la recherche, elle a été faite sur une ville aux États-Unis, où l'urbanisme est un peu différent quand même, où le marché est beaucoup plus important qu'en France. Et cet auteur, donc Brandy Ryan, nous dit qu'à peu près 1/4 des annonces sont suivies des faits. Forcément. Petit à petit, on comprend que ces documents sont un petit peu décevants parce que voilà, la projection dans le futur est parfois pas suivie des faits. On critique aussi beaucoup la rigidité, tout simplement, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais un plan peut être révisé, mais il est révisé tous les 10 ans en général. Il y a des petites modifications entre-temps, mais on ne refait pas ça tous les 2 jours. Donc le pire, je crois, récemment, ce sont les villes qui ont fait un extraordinaire plan juste avant le Covid, par exemple. Oui, évidemment, ils n'ont pas pu le prendre en compte. Enfin voilà, les documents sont un peu rigides et ne peuvent pas forcément prendre en compte des choses qui émergent comme ça et qu'on aurait eu du mal à anticiper. Voilà, alors, quand même, la vraie question, c'est est-ce qu'on refait indéfiniment la même chose et on attend des résultats différents ? Ce qui est, je crois, la définition de la folie attribuée à Einstein, je crois. Ou est-ce que, quand même, ce regain d'intérêt pour la planification a une rationalité, notamment pour certains acteurs ? Alors,
la littérature dit qu'il y a évidemment certaines rationalités. S'il y a un regain d'intérêt pour la planification en Europe auprès des intercommunalités, c'est pas pour rien. Premièrement, c'est déjà que ça va légitimer des acteurs. Voilà, un acteur territorial qui fait un plan, évidemment, ça le maintient dans une position de producteur de discours sur ce territoire. La deuxième chose, c'est la nécessité dans nos sociétés d'avoir un horizon commun qui s'écrit à plusieurs. Les plans, ils sont faits évidemment par les collectivités locales, mais ils sont aussi faits en mobilisant des acteurs publics, des acteurs privés, des citoyens, etc., des chambres consulaires, etc., etc. Et évidemment, il est intéressant et nécessaire même de se projeter dans le futur d'une certaine manière. Et la dernière chose que disent beaucoup de collègues, c'est qu'en fait, le processus est parfois plus intéressant que le produit, c'est-à-dire que ce n'est pas le plan qui est intéressant, c'est le fait d'avoir mis des gens autour d'une table et qu'ils puissent discuter. Parce que des fois, c'est presque plus difficile de mobiliser des gens, de les faire discuter directement parce qu'ils viennent d'administrations différentes, de cercles différents, et d'arriver justement à avoir cette arène de discussion. Alors, un petit graphique rapide, que je trouve assez parlant. Alors, c'est en nombre absolu par année depuis 1980, le nombre d'articles de recherche, donc là on est juste sur les articles de recherche, qui soit s'intéressent, le trait le plus sombre, au processus, à la gouvernance, au rapport entre acteurs pendant l'élaboration de la planification, ou en gris clair, les articles qui s'intéressent aux documents d'urbanisme et au contenu des plans. Bon, je crois que ça se passe de commentaires, si ce n'est que de plus en plus, la recherche s'intéresse au rapport entre acteurs, mais plus du tout, quasiment plus à ce qui est écrit dans ces plans. Parce qu'ils sont peut-être un peu décevants, parce que c'est tout ce que j'ai dit avant. Alors, bon, moi, scientifiquement, je m'y intéresse quand même à ces plans, et je vais vous expliquer petit à petit pourquoi. Il y a quand même des gens qui participent à cette petite courbe un peu très faible et très irrégulière, mais il y a quand même certaines personnes qui s'y intéressent. Et notamment, il y a plusieurs collègues américains, états-uniens, qui sont d'un réseau, d'un courant de recherche qui s'appelle le Plans as Signals. Donc, l'idée, c'est de dire, effectivement, il y a une production de discours qui se cristallise dans des plans. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit, mais des fois, c'est ce qui n'est pas écrit aussi. C'est l'ensemble des messages que s'envoient, que vont crypter, que ne s'envoient pas certains acteurs. Alors, certains exemples, il y a des choses que certains acteurs ne disent pas pour pouvoir garder l'information à un moment plus opportun. Par exemple, on sait très bien, il y a un exemple assez connu, à Grenoble, il y a eu un plan de déplacement urbain en 2007, par exemple, où la collectivité n'a pas du tout justement gardé les informations pour elle, mais elle a mis dans son plan un plan très détaillé du tunnel routier qui devait être construit. Les opposants étaient très contents parce qu'ils avaient déjà une coupe du futur tunnel et ils ont vu qu'il n'y avait pas de piste cyclable. Donc typiquement, c'est un truc voilà, qui est dangereux de donner trop d'informations dans les plans. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de considérer le plan en tant que tel, mais de le considérer comme un précipité, comme une cristallisation en fait, de différents discours d'acteurs et d'acteurs qui ont soit intérêt à dire beaucoup de choses, soit qui ont intérêt à ne pas dire beaucoup et à laisser les choses floues. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans ce courant de recherche où je me situe, c'est qu'on a effectivement cette dimension un peu plus critique, mais bon, on a peu de recherches qui sont soit systématiques, ça veut dire qu'ils vont se baser sur un nombre très large de cas, et on n'a pas beaucoup d'analyses diachroniques, c'est-à-dire pas beaucoup d'analyses dans le temps et d'évolution de ces discours. Et c'est là qu'on arrive. Alors quand je dis on, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est moi qui parle aujourd'hui, mais l'ensemble des travaux dont je vais parler, ce sont des travaux collectifs. Voilà. Je crois qu'il y a une collègue dans la salle, oui. Il y a plusieurs collègues avec qui j'ai travaillé sur ces travaux, et on va partir de 3 questions après cette très longue introduction. Première chose, comment évoluent les discours de la planification dans le temps? Alors je vais surtout vous parler du temps moyen, c'est-à-dire des 20 dernières années en France, mais je suis aussi également en train de travailler avec d'autres collègues sur un siècle où on analyse pour la région Île-de-France par exemple l'ensemble des plans. Les résultats sont assez convergents tout de même. C'est la première. La deuxième, c'est si vous avez déjà épluché ce genre de document, il y a du texte. Je suis d'abord intéressé au texte, mais il y a aussi des visuels. Et une deuxième question, c'est est-ce que le visuel ne sert qu'à illustrer ce qui est écrit, ou est-ce que le visuel a un autre rôle? Voilà. Donc, je vais essayer de vous répondre tout à l'heure. Et la troisième question, si on fait un petit état de la bibliographie de ce qui est publié aujourd'hui en recherche en urbanisme, c'est que pour des collègues de partout, il existerait des cultures de planification. Alors soit les cultures peuvent être nationales ou régionales, on ferait peut-être l'aménagement différemment en Franche-Comté, en Bretagne ou en Bourgogne, que sais-je. Et voilà. On va essayer de voir ces choses-là et on va essayer d'analyser ces 3 questions. Alors, avant de sortir, on va
va dire, l'attirail méthodologique et de vous expliquer un peu concrètement ce qu'on fait. On a fait un petit travail avec plusieurs collègues en sciences du langage, et l'idée, c'était déjà d'essayer de qualifier le type de discours écrit dans les plans, ce qui n'avait, à ma connaissance, jamais été fait dans toutes les recherches en urbanisme jusque-là. C'est-à-dire que les textes ont déjà été analysés, mais on ne les avait pas qualifiés, on n'avait pas qualifié le type, le genre, en fait, d'écrit auquel on a affaire. Voilà. Alors, le genre auquel on a affaire, ça s'appelle du discours institutionnel. Un discours institutionnel, excusez-moi, c'est en anglais, mais j'ai surligné un petit peu les seules parties qui sont fondamentales. Le discours institutionnel, il se qualifie par une volonté performative. Donc c'est un discours qui veut changer le monde, ou en tout cas qui veut changer les choses. Il veut modifier la ville. Première chose. La deuxième chose qui le caractérise, c'est que c'est un discours qui se présente comme un discours collectif, qui émane d'une entité collective. Si vous lisez un plan d'urbanisme, il n'y a jamais personne qui parle à la première personne. On ne sait pas qui parle. Il y a toujours un « nous » qui est utilisé. Il y a un « nous » collectif qui fait que c'est un discours qui se présente comme étant collectif. Autre chose, c'est présenté comme, et on va le voir dans le contenu, c'est très peu conflictuel, c'est très consensuel comme discours. Or, on sait très bien, je crois que j'ai vu un urbaniste avant ou deux dans la salle, on sait très bien que ces plans, ils sont produits de toute une série de réunions qui des fois sont un peu conflictuelles. On n'est pas forcément d'accord, les intérêts ne sont pas les mêmes. Certaines personnes souhaitent certaines stratégies, d'autres stratégies. Donc même si ces discours sont présentés comme étant collectifs, indivisibles et un peu consensuels, on sait très bien qu'en fait, ce sont le fruit d'arbitrage, en fait. Et la dernière chose, c'est que les discours institutionnels, ils sont aussi identifiés par une récurrence et une utilisation d'expressions qui reviennent très 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 souvent. Voilà. Donc, on va le voir, il y a des récurrences très très fortes, même entre des plans de villes différentes. J'ai même vu du copier-coller entre certains plans. Et on a une élimination de toute la dimension conflictuelle. Alors, on sait tous que l'urbanisme, c'est quand même quelque chose de par nature extrêmement conflictuel. Voilà, alors, en termes de méthode, si je vais aller très vite, si jamais vous avez des questions plus précises, j'y répondrai avec plaisir. On s'intéresse déjà, en fonction des questions qu'on se pose, on va compiler toute une série de documents. Donc déjà, il faut les retrouver en fonction de la période. C'est très simple, les tout derniers, ils sont tous disponibles, ça, il n'y a pas de problème, puisque ce sont des documents publics. Voilà, le dernier PLU de Besançon, on peut le retrouver. Les PLU ou les documents des années d'il y a 100 ans, on peut les trouver des fois parce qu'ils ont une valeur patrimoniale, donc ils ont été numérisés. Le pire, je dirais, ce sont les documents des années 90 qui n'ont pas encore une valeur patrimoniale, qui étaient souvent en format papier, qui n'ont jamais été nativement, on va dire, en format numérique. On fait toute une série de choses sur ces documents pour pouvoir en extraire le texte sur la partie haute, les visuels sur la partie basse, et ensuite on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser une méthode qui s'appelle la textométrie, c'est-à-dire que je vais vous montrer quelques résultats après. On va essayer de on va être outillé de certaines méthodes qui nous permettent d'analyser plusieurs dizaines de documents entre eux, sous la forme d'un corpus. Okay, pour essayer d'aller au-delà simplement un document à Besançon ou toute la série de documents de Besançon, mais on va plutôt analyser, je sais pas, 40, 50 documents, analyser plusieurs millions de termes sur toute une série de villes françaises, pour essayer de voir s'il y a des choses qui sont génériques à l'ensemble des villes, s'il y a des choses qui dépendent de la période à laquelle les plans sont élaborés, et s'il y a des choses qui dépendent de la ville, est-ce qu'il y a effectivement une culture locale, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a toujours été fait différemment à Besançon par rapport à, je sais pas, à d'autres villes. L'analyse visuelle, ce que je vais vous montrer, on a plutôt fait de l'analyse classique, c'est-à-dire l'analyse de contenu, mais on commence à travailler notamment avec un collègue de Théma sur de la reconnaissance d'objets aussi, puisqu'on aujourd'hui on a des logiciels de reconnaissance d'objets qui sont assez extraordinaires. On peut leur donner n'importe quelle photo et il reconnaît très franchement, de manière assez inquiétant aussi, mais il reconnaît très bien ce qu'est un bus, ce qu'est une personne, ce qu'est la personne cachée derrière un abribus. Enfin, donc on a aussi une idée, ça peut chiffrer beaucoup plus vite aussi, la part de personnes, la part d'objets techniques qu'on peut voir dans une photo, pour ensuite avoir encore une fois une analyse sur qu'est-ce qui est montré dans ces photos. Voilà, j'en reviens à ma première question. Comment évoluent les discours de la planification dans le temps ? Alors, on s'est intéressé au PDU. Alors, je ne pense pas que vous connaissiez peut-être cet acronyme, peut-être. Les plans de déplacement urbain. Donc, je ne l'ai pas dit, mais chaque ville fait toute une collection de plans. On ne s'arrête pas à un. Souvenez-vous, mon schéma simplifié de l'architecture. Sur chaque agglomération, quasiment, on a tous ces documents. Alors, les PDU, ils sont censés planifier à l'échelle de l'agglomération, donc à l'échelle du Grand Besançon, par exemple, les transports urbains sur les 10-15 ans à venir.
C'est un document qui est plutôt stratégique, qui est pas opposable au tiers. Hein. Vous pouvez pas, si vous construisez, je sais pas, une place de parking sur votre terrain, on va pas vous montrer le PDU devant un tribunal administratif, ça n'existera pas, mais c'est un document plutôt stratégique qui est révisé tous les 10 ans. Alors, et un tout petit historique, les PDU ils naissent en 82, ça vient plutôt de gouvernement Mitterrand, de l'époque Mitterrand, avec la loi Lottie, avec une expérimentation des PDU dans les années 80. Je crois qu'il y a 40 villes qui ont commencé, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont allés au bout. La loi a complètement disparu, l'objet PDU a complètement disparu, et l'objet est revenu, on sait comment, mais en 96, je crois avec la ministre Corinne Lepage, et sur des questions d'environnement, où les PDU ont été imposés aux villes en 96, et les villes ont de nouveau 3 ans, comme 100 ans auparavant, pour faire un document qu'elles n'avaient jamais fait jusque-là, c'est-à-dire un PDU, un plan de déplacement urbain. L'entrée est plutôt la pollution atmosphérique, mais l'idée c'est quand même de planifier, essayer de limiter la place de la voiture, etc. Et peut-être même cause, même effet, mais comme 100 ans auparavant, quasiment 3 ans après, aucune ville française n'a fait de PDU. Ce que je trouve assez intéressant, parce que les rapports entre l'État central et les collectivités ne sont pas si simples que ça. Des fois, l'État demande des choses, ça ne suit pas forcément. Ce qui fait que dans les années 2000, en 2000, dans la loi SRU dont j'ai déjà parlé, l'État a dit, écoutez, pour le dire simplement, si vous voulez qu'on finance votre tramway ou votre bus à haut niveau de service ou votre infrastructure de transport, il va falloir faire un PDU, sinon on ne financera pas. Et bizarrement, on a eu plein de PDU l'année d'après et 2 ans après. Voilà. Donc, ce qu'on va analyser, c'est la première vague, donc c'est vers 2000, 2001, 2002. Donc là, il y a toute une série de villes françaises qui vont faire des plans de déplacement urbain. Et on va analyser, si vous avez bien suivi, la révision de ces documents 10 ans plus tard. Donc, ce sont les mêmes villes qui vont faire, 10 ans plus tard, une deuxième version. Alors, n'ayez pas peur tout de suite. C'est un plan factoriel. Je vais essayer de vous expliquer pas à pas comment on construit ça. C'est un peu chargé. J'espère qu'on le voit pas trop mal. Alors, déjà, comment est-ce qu'on voit... Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Alors, on a pris ces 36 documents. Donc, c'est 18 villes qui ont fait 2 documents. Un dans les années 2000 et un dans les années 2010. D'accord? Donc, vous pouvez voir, par exemple, il y a Strasbourg 2000, je crois, tout en haut, et Strasbourg 2012, pas loin. Donc, à chaque fois, c'est l'année où un nouveau plan a été élaboré. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les 500 lemmes. Alors, c'est... Lemme, c'est par exemple un verbe à l'infinitif va regrouper toutes les conjugaisons de ce verbe, à tous les temps, à tous les modes, à toutes les personnes. Donc ça permet de synthétiser un petit peu. Okay. Donc par exemple, quand vous avez organisé, c'est toutes les conjugaisons de ce verbe. Pareil, les adjectifs, on a le pluriel, le féminin, etc. Voilà, on a pris les 500 plus fréquents et on a essayé de regarder leur répartition, sans aucun a priori, en se disant est-ce que c'est plutôt quelque chose de temporel qui va se dessiner? Est-ce que c'est plutôt une opposition entre des villes, je ne sais pas, de droite, de gauche, de grandes villes, de petites villes? On a pris 18 villes, je ne l'ai pas dit, mais on a pris 18 villes françaises qui sont représentatives de toutes les villes qui doivent faire ces plans de transport. Voilà, donc on a Besançon dans le lot, on a un peu toutes les villes. Et ce qu'on peut voir apparaître, alors c'est un plan factoriel, donc c'est quelque chose qui est construit statistiquement. Mais l'outil qu'on utilise, la textométrie, permet quand même de, quand on a par exemple un terme qui nous intéresse, par exemple, je ne sais pas, organisé, qui est vers le bas, là, tout en rouge, on peut quand même aller voir l'ensemble des extraits réels de ce verbe, et ça permet en tant que chercheur de ne pas surinterpréter certains résultats. Parce que le risque de ce genre de choses, c'est d'interpréter, de calquer peut-être quelque chose qu'on a de préconçu, mais là, ça permet justement de regarder les vrais extraits. Bon, rapidement, l'interprétation qu'on a fait avec plusieurs collègues est assez simple. Vous avez en haut à droite toute une série de marqueurs qui sont plutôt des termes, qui sont extrêmement précis en termes géographiques, en termes d'unités, de lieu. Enfin, il y a des unités de vitesse, des unités de flux. Vous avez des termes qui sont précis par rapport à des dispositifs précis, infrastructure automobile, 2x2 voies, une liaison, une circulation, enfin, qui correspondent à des objets matériels, de choses qu'on va mettre en place. Voilà. Et 10 ans plus tard, plutôt en bas et plutôt à gauche, vous avez un discours qui est construit autour de quoi? De verbes d'action qui sont extrêmement forts, organiser, améliorer, renforcer, limiter, des choses comme ça. Donc on voit qu'il y a une intention d'agir. Il y a beaucoup plus de verbes. Et c'est assez paradoxal au départ, mais c'est associé avec des termes qui sont très conceptuels, parfois un peu flous. Donc on a des verbes d'action où on va dire, tiens, on va vraiment agir sur la ville. Et en même temps, on a une montée en flèche, on ne parle plus du tout d'arrêt de bus ou de 2x2 voies, on parle de mobilité douce, on parle de concepts dont les contours sont beaucoup plus flous que 10 ans auparavant. Toute une série, vous voyez bien qu'il y a une certaine transition. Quasiment toutes les villes suivent cette transition
on va dire en diagonale, sauf Aix-en-Provence. Moi, Aix-en-Provence, c'est toujours le cas qui est inverse de tous les autres. Donc moi, c'est toujours, ça me rassure si sur mes résultats, Aix-en-Provence fait différemment. Aix-en-Provence remonte vers la droite. Donc on a ce discours qui est à la fois extrêmement volontariste, mais extrêmement flou, qui émerge quand on le compare aux plans qui sont les mêmes plans, hein, mais qui sont les plans qui ont été faits 10 ans plus tôt. Alors on peut l'analyser de plein de manières. On peut y revenir dans le débat si vous voulez, mais clairement, il y a au moins une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'en fait, les personnes qui sont derrière l'élaboration de son plan ne sont plus forcément les mêmes 10 ans avant, 10 ans après. 10 ans avant, on a surtout des services techniques de collectivités qui vont rédiger les choses, avec leur élu référent, bien sûr, mais c'est beaucoup la collectivité elle-même qui gère les choses. 10 ans plus tard, on a l'intervention, parce qu'on fait aussi des entretiens pour essayer de comprendre en fait comment ont été construits ces discours, on a l'intervention beaucoup plus importante de bureaux de communication, d'agences juridiques ou de bureaux juridiques qui vont petit à petit, on va dire, simplifier, arrondir le discours, et surtout éviter qu'il y ait trop d'éléments qui soient extrêmement tangibles et qui pourraient prêter à certains recours. Donc la grande transition discursive qu'on voit, nous, entre 2000 et, on va dire, 2010-2015, c'est cette chose-là, quoi. C'est une transition de quelque chose qui était extrêmement précis dans son contenu, dans ce que les plans veulent mettre en place, vers quelque chose qui a un peu les atours de l'action, de la proactivité, mais qui ne dit pas clairement et précisément, en tout cas moins précisément et moins sur tous les sujets que 10 ans plus tôt. Alors ça nous a un peu interrogés, on a essayé d'aller un peu plus loin. Je vois qu'il ne me reste pas forcément pléthore de temps, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et on a essayé d'aller un peu plus loin dans cette question du flou. Que veut dire ce flou? Pourquoi les collectivités et puis toutes les personnes qui élaborent ces plans, parfois, tactiquement, utilisent un peu des éléments flous? Alors on est allé regarder dans la littérature et on voit qu'il y a au moins 5 traits distinctifs de quelque chose qui peut s'apparenter à du flou générique. Il y a les formules de concession, alors c'est le fameux et en même temps, mais on peut faire d'autres formules de concession. J'ai mis quelques petits exemples. Ces mesures vont permettre d'inverser la tendance tout en composant avec la voiture individuelle. Donc ça veut pas, si vraiment on veut donner du sens, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire qu'on veut réduire la voiture, mais tout en composant avec la voiture individuelle. On a un effet qui est assez fort aussi, c'est la nominalisation des verbes, c'est-à-dire que si 10 ans auparavant on avait plus de verbes qui vise à mettre en place. 10 ans après, on a souvent plus de nominalisation. Alors la nominalisation, c'est quelque chose qui paraît très doux et très enfin, on s'en aperçoit pas forcément, mais en fait la nominalisation permet d'enlever, on va dire, le sujet déjà. Donc on ne sait pas forcément qui va mettre en place. Dans l'exemple, on ne sait pas si c'est la ville, si c'est l'agglomération, on ne sait pas si c'est l'État, on ne sait pas quand, on ne sait pas quel est le niveau de certitude ou d'incertitude. Donc la nominalisation permet tout ça en fait. Alors que l'utilisation du verbe équivalent aurait nécessité au moins l'utilisation d'un sujet, d'un temps et d'un niveau de certitude. On a aussi, bon, je ne vais pas vous faire peut-être toute la liste, mais on a toutes ces formules qui sont des formules vraiment explicites sur la mise en place de types de discours qui sont un peu moins précis, qui sont un peu plus imprécis. Alors, on a donc comparé, maintenant vous êtes familier avec ces PDU de 2 générations, on a donc essayé de recalculer, et là on voit, alors vous avez les termes plus précis qui sont vers la droite, donc plus vous en avez, plus vous êtes sur la droite, et plus vous êtes vers le haut, plus vous êtes sur, pour 1000 mots, l'utilisation de termes vagues, flous. Okay, et en fait, la grande transition, c'est la première génération, ce sont les points gris, et on va plutôt vers les points blancs, donc on va plutôt vers le haut et la gauche, c'est-à-dire des discours de moins en moins précis et des discours de plus en plus flous. Alors, je vais vous donner quelques exemples quand même pour que ce soit un peu plus clair. Bon, j'utilise souvent les 2-3 mêmes exemples, mais je les aime bien. J'ai rien contre Bayonne et contre Dijon, mais il se trouve que c'est à Bayonne et Dijon. Le premier, puisque le flou s'exprime aussi de manière un peu graphique, le premier, c'est c'est une des planches du PDU de Bayonne. Et alors à Bayonne, si vous regardez bien, moi ce qui m'intéresse, c'est l'aplat de couleur bleu clair, qu'on a plutôt en périphérie de l'agglomération, et qui dit, si on regarde la légende, les zones bleues, ça signifie accompagner les initiatives locales alternatives aux usages individuels de la voiture. Ça a l'air super comme ça. Concrètement, qu'est-ce que c'est en fait? S'il fallait vraiment schématiser, je crois qu'il y a très peu de communes périphériques qui sont aussi loin du centre, qui vont avoir des initiatives visant à réduire la place de la voiture, car ce sont essentiellement des communes qui sont construites autour de l'automobilité, autour de la mobilité de leur population. Donc en gros, c'est
une interprétation, mais je pense qu'elle tient quand même la route. Ça permet sur une carte d'utiliser un type de coloré pour dire en fait que rien ne sera fait. Enfin, clairement, enfin, je veux dire, les communes qui sont en périphérie savent qu'il ne va rien se passer, qu'on ne les embêtera pas. Ça permet de faire une carte qui montre qu'on ne fait pas que des choses pour le centre, mais aussi pour la périphérie. Donc tout le monde est content, en fait. C'est un usage de flou qui ne dit rien de précis et qui est en même temps assez pratique pour tout le monde. Deuxième exemple que j'aime bien, rien contre Dijon, s'il y a des Dijonnais dans la salle, mais une des pièces maîtresses des PDU, c'est ce graphique que vous avez peut-être déjà vu, c'est la projection en part modale. C'est-à-dire quelle part va être allouée à chaque mode de déplacement d'ici la fin du plan. Okay, alors vous ne l'avez peut-être pas vu tout de suite, mais on a des chiffres extrêmement précis. Voilà, on a 40%, 20%, 10%, 30%. Vous n'avez peut-être pas vu tout de suite, mais autant aujourd'hui on peut à peu près dater, mais demain c'est pas très très clair sur quand et demain en fait. Voilà. Donc on a ce genre d'éléments et on pourra toujours dire 15 ans plus tard que demain n'est pas encore arrivé, mais que demain c'est 2027 ou 2032. Donc vous voyez, il y a quand même, c'est pas évidemment dans tous les documents, il ne peut pas y avoir du flou partout, sinon le document ne se tiendrait plus, mais il y a quand même à des endroits extrêmement précis et parfois dans des pièces maîtresses du document, l'utilisation d'éléments qui visent à rendre un peu flou l'objectif réel qui est alloué au plan. Voilà, il me reste 10 minutes, j'ai encore 2 points, mais je vais aller vite. Alors, quel est le rôle des éléments textuels, des éléments figuratifs, photos, etc. On s'est intéressé à une chose, vous avez vu, les discours sont plutôt globalement flous, on ne parle pas des personnes de manière très précise, on ne parle pas de catégories de population particulières, et on s'est demandé, mais dans toutes ces photos qui accompagnent ces plans, qui voit-on ? Première chose, quels espaces voit-on dans ces photos ? Alors, je vous ai mis un petit exemple, et puis on est allé un peu plus loin, on s'est dit, tiens, on va essayer de catégoriser quand même l'âge des gens à peu près, bon, c'est toujours dur, mais à peu près, avec des grandes catégories. On va quand même essayer de... Alors c'est fait avec plusieurs personnes et plusieurs opérateurs, mais essayer de voir si les personnes... quel type de couleur de peau ont les personnes aussi, puisqu'il y a quand même une question de représentation. Et plus bêtement, plus simplement, quel mode de transport est-ce qu'on voit ? Voilà. Et quel type d'espace urbain est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit le centre-ville ? Est-ce qu'on voit des banlieues ? Est-ce qu'on voit des zones pavillonnaires ? Et on a comparé, en essayant de trouver une valeur qui... Alors, c'est pas toujours facile, il y a des critères où l'INSEE n'a pas de chiffres, mais il faut essayer de les reconstruire. Et on a essayé de comparer. Alors, simplement, l'idée, c'était de voir si, dans ce discours visuel, il y a, on va dire, un certain filtre qui va surreprésenter certains types de populations ou qui va en sous-représenter certains. La réponse est oui. Et les personnes qu'on voit beaucoup plus que leur part réelle dans la population de ces villes, c'est le visuel que je vous ai montré. C'est un jeune adulte homme qui est sur un vélo. Ça, c'est extrêmement caricatural, mais beaucoup plus fréquent que dans leur part réelle. On a des résultats qui sont extrêmement étonnants. On voit encore moins de personnes handicapées dans ces documents, alors qu'il y a des sections imposées par l'État qui demandent aux villes de mettre toute une partie sur l'accessibilité. C'est assez impressionnant quand même de voir à quel point les villes utilisent le visuel pour suggérer aussi, et c'est un peu la lecture qu'on peut avoir sur la mise en concurrence de certaines villes, certaines populations que les villes essayent d'attirer le plus. Voilà. Alors c'est un peu difficile comme ça, mais disons que le visuel, dans ces plans, a vraiment... En tout cas, et on regarde ça sur des centaines de photos, c'est pas juste sur un petit échantillon, il y a vraiment un discours sur, en tout cas, les populations qu'on montre sont les populations qu'on souhaite attirer. Et quand on interroge des personnes qui élaborent ces documents ou qui ont élaboré ces documents il y a 10 ou 20 ans, il est clair qu'il y a des questions qui sont des questions en tout cas de volonté de s'adresser à certains segments de la population et pas à d'autres. Alors, simplement pour pondérer un petit peu, les chiffres que je vous ai donnés, c'est sur l'ensemble des villes qui nous ont intéressés. Elles n'ont pas exactement toutes les mêmes stratégies. Il y a des villes, alors bon, on va dire les choses telles qu'elles sont. Les villes plutôt sur la gauche, c'est mal fait, mais sur la gauche du graphique sont plutôt des villes de droite, si vous regardez. En tout cas, il y a Aix, Le Havre, etc., Valenciennes. Et clairement, on a une surreprésentation de personnes de peau blanche, de personnes valides, d'hommes, qui font du vélo, donc on a quand même un discours qui va beaucoup filtrer certains profils, et on a une diversité plutôt dans d'autres villes. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui se cache, il y a déjà cette certaine forme de sélection, en tout cas de sélection dans les photos. La deuxième chose qui se cache, si vous regardez bien, c'est qu'on a aussi quand même des rôles sexués qui sont définis par ces photos, qui sont assez
assez clair. Et notamment, on voit souvent les hommes seuls, au volant ou au guidon de leur véhicule, et on voit souvent les femmes associées à soit des enfants, soit des personnes âgées. Un petit exemple parmi d'autres, le PDU de Marseille qui va montrer plutôt une femme d'âge moyen qui s'occupe d'enfants. Donc on a aussi toute une logique derrière. Alors elle n'est pas forcément intentionnelle celle-là peut-être par rapport à la précédente, mais qui traduit aussi certaines visions qui vont bien au-delà de l'urbanisme. Alors, je vais m'arrêter avec les histoires de culture. Ce n'est pas la question la plus simple, mais y a-t-il vraiment des cultures différentes de l'urbanisme en Europe ? Alors, je vais aller un peu plus vite. À certains collègues à moi, des Allemands qui ont fait cette jolie pyramide à 3 étages, cette pyramide, en fait, nous explique une chose, c'est qu'en Europe, on a une convergence de formes des plans d'urbanisme. Alors, si vous comparez un plan finlandais, français, espagnol de transport, ils se ressemblent beaucoup. Ils sont à peu près à la même taille. Les visuels se ressemblent. Bon, si on ne va pas plus loin, on a l'impression qu'il y a une certaine convergence dans les modalités d'action. Voilà. Mais ce qui est aussi dit par ses collègues, c'est qu'en fait, on a beau avoir cette convergence de formes, on a des documents qui sont assis, qui sont construits sur des systèmes qui n'ont rien à voir. Ce que vous avez à droite, c'est un essai de typologie à l'échelle de l'Europe de 2 autres collègues britanniques qui ont essayé de faire des familles en gros, les modèles institutionnels qui se ressemblent, on les met ensemble dans des mêmes familles. Et on essaie en gros, de diviser l'Europe en grandes familles culturelles. Donc déjà, nous, on n'est pas dans la famille française, mais dans la famille napoléonienne, si vous regardez bien, ce qui est quand même assez savoureux, ma foi. Et en fait, la famille napoléonienne, elle est très clairement définie et marquée par un interventionnisme de la sphère publique dans la ville, contrairement au modèle britannique, où le marché, par exemple, est beaucoup plus important. Voilà, donc il y a toute une série de propositions X et Y de collègues qui pensent soit qu'il y a une homogénéisation globale de l'aménagement, donc comme on serait alors c'est des choses qui ont été plutôt écrites dans les années 2005, il y aurait peut-être une homogénéisation globale petit à petit de tous les pays du monde qui ferait de l'urbanisme un peu de la même manière. Bon, je trouve que c'est des théories qui ont un peu mal vieilli 20 ans plus tard. D'autres collègues qui pensent qu'il y a une homogénéisation européenne. D'autres encore qui pensent qu'il y a des cultures supranationales, un peu comme on a vu avant. Il y aurait un bloc scandinave, un bloc germanique, etc. D'autres qui pensent qu'il y a plutôt des cultures nationales et qu'en fait, les plans sont quasiment incomparables entre pays parce que les institutions ne sont pas les mêmes, etc., etc. Et pour couronner le tout, il y a aussi d'autres collègues qui pensent qu'en fait, il n'y a pas de culture, il n'y a plus vraiment d'espace, il n'y a plus vraiment de frontières et qu'aujourd'hui, les politiques publiques, mobile urbanism, c'est 2 autres collègues américains, pensent qu'aujourd'hui, qu'en fait, les villes les modèles circulent de ville à ville, qu'elles n'ont plus vraiment besoin ou nécessité d'être inscrits dans un espace particulier. Un petit exemple, et qui est souvent cité, c'est l'urbanisme des docks, qu'on a vu apparaître à Baltimore aux États-Unis, qu'on a vu ensuite à Barcelone, à Bristol, à Lyon, à Strasbourg, etc. Un urbanisme petit à petit, un modèle qui s'est petit à petit effectivement diffusé à plusieurs villes sans qu'il y ait d'intervention étatique ou autre. Bon, alors, moi, ce chantier d'essayer de comprendre s'il y a des cultures, à quelle échelle sont-elles et si comment est-ce qu'elles s'articulent, moi, c'est un chantier que j'ai d'ici quelques années. Mais je peux déjà vous montrer quelque chose qu'on a fait avec un autre collègue, Richard Stevenson, qui n'est pas là ce soir, mais on a essayé de comparer, je terminerai rapidement avec ça, on a essayé de comparer cette fois-ci, donc souvenez-vous, les 18 villes qui nous intéressaient tout à l'heure, françaises, on a pris leur PDU des années 2010 et on a pris l'équivalent britannique qui s'appelle le LTP, le Local Transport Plan. J'ai un document à peu près, quand on le regarde de loin, qui est à peu près similaire, il fait à peu près la même taille, les agglomérations sont à peu près équivalentes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On s'est intéressé au texte et on a essayé déjà, comparer des langues différentes, c'est pas forcément facile, forcément. Ça pose des questions méthodologiques. Donc plutôt que de faire du terme à terme, parce qu'on ne peut pas vraiment faire du terme à terme, c'est un peu compliqué, ne serait-ce que public transport en anglais ne se traduit pas par une seule expression, mais au moins par transport public, transport en commun, transport collectif. Donc à partir de là, on est obligé de faire des grandes familles de termes qui recouvrent des grandes familles, on va dire, soit techniques, soit thématiques. Alors vous avez tous ces axes qui partent un peu partout, qui sont en fait les différentes variables qui nous permettent ensuite de projeter les petites croix, non les petits carrés, si vous les voyez, c'est les différentes villes. Si vous voyez bien, il y a Caen, il y a Bayonne, etc. Et puis il y a aussi West of England, Blackpool, etc. La question qu'on avait au départ, c'est est-ce qu'on peut arriver, si on fait des familles d'équivalents par grandes familles thématiques, etc., est-ce qu'on va retrouver ou pas, on n'avait pas vraiment d'intuition au départ,
un modèle national ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt sur l'idée de les villes finalement échangent entre elles et ont des modèles qui se diffusent. Alors, c'est un peu petit, hein, mais le premier résultat, croyez-moi sur parole, c'est cette division verticale donc entre la gauche et la droite. Et si vous voyez à gauche, il n'y a que des villes françaises. Et si vous voyez à droite, il n'y a quasiment que des villes anglaises. Il n'y a que des villes anglaises. Et en fait, on a des variables qui vont contribuer à ça. Il y a des variables de forme et il y a des variables de thématique. Voilà. Alors de forme, il y a déjà dans les documents anglais beaucoup plus de citations aux différents acteurs. On a aussi beaucoup plus de place de la marche à pied. On a donc des choses thématiques et il y a des éléments de forme qui sont extrêmement différents entre les plans français et les plans anglais. Alors ça s'explique par une chose. Je l'ai dit avant, les modèles culturels c'est quelque chose, mais les modèles institutionnels sont extrêmement importants. En Angleterre, ce ne sont que des plans anglais. Un plan, un Local Transport Plan, il ne sert pas à dire ce qu'on va faire vraiment à la population. Il sert à dire au Department for Transport, c'est-à-dire au gouvernement central, voilà ce qu'on veut faire, financez-nous. Parce qu'en fait, les collectivités locales sont beaucoup moins autonomes qu'en France. En France, il y a un impôt local, enfin il y a le versement transport que vous voyez peut-être sur votre fiche de paye. C'est-à-dire que les collectivités ont quand même si il faut des cofinancements des fois de l'État, mais quand même plus d'autonomie budgétaire. Donc le principal, et on le voit ici, le principal destinataire en fait de ce plan, c'est moins la population que une structure qu'on va chercher à convaincre. Et on le voit notamment par la citation ad nauseam du Central Government, par exemple. Voilà. Donc là, on voit bien qu'en fait, en tout cas sur cet exemple-là, je ne serais pas prêt à le généraliser, mais en tout cas sur l'exemple de deux pays qui sont des pays à peu près comparables quand même, ou des latitudes comparables, avec une modalité et des questions qui sont à peu près semblables, on a un modèle national qui est encore très très fort en fait. Et donc la planification locale, elle est extrêmement déterminée par la manière de faire nationalement l'urbanisme. Ce qui est l'inverse de ce qui est dit ici, soit dit en passant. Donc ça marche peut-être pour les projets urbains, pour les projets de requalification des docks, ça marche beaucoup moins pour la planification. Alors je vois que j'ai déjà fait 1 heure, donc je vais peut-être pas revenir sur tous les conclusions qui sont un peu déprimantes, je vous l'avoue, sur la place de la planification, et peut-être faire encore 2 diapositives sur des pistes ou des réflexions, des solutions. Alors la première, elle vient d'un collègue qui s'appelle Jean-Marc Hoffner, qui a été à la fois, c'est assez rare, chercheur au CNRS et qui a été directeur d'agence d'urbanisme ensuite. Donc c'est quand même une trajectoire assez rare. Bon, alors lui, il est plutôt partisan d'une simplification. Alors il faut toujours se méfier de la simplification, bien sûr, mais c'est un peu trop simple. Mais disons que par rapport à cette effectivement collection de documents d'urbanisme, ce qui est proposé dans son dernier ouvrage, c'est plutôt de dire, bon, la chose la plus fondamentale dans les plans d'urbanisme, c'est quand même de dire qu'a-t-on le droit de construire à quel endroit, c'est-à-dire la définition du droit des sols, donc, évidemment garder ça, et peut-être plutôt que d'imposer depuis l'État à l'ensemble des villes, l'ensemble des thématiques auxquelles les villes doivent répondre, et puis des fois, si elles ne savent pas quoi répondre, elles vont utiliser des formules floues pour rien dire, mais dire quand même, plutôt que de faire ça, essayez plutôt de donner 2 ou 3 fils rouges par agglomération, que l'agglomération saisira, quelque chose d'un peu plus léger aussi, qui permettrait peut-être déjà d'investir beaucoup moins de temps d'élaboration, de révision de l'ensemble de ces documents, et deuxième chose, de rendre peut-être aussi plus accessibles ces documents. Parce que moi, je les fais lire à mes étudiants de licence 2, en général, ils ont pour la moitié au moins mal à la tête un quart d'heure après, parce que si vous avez déjà mis le nez, et c'est pas une critique auprès des urbanistes, mais c'est quand même difficile de se plonger dans ces documents. Voilà. Deuxième chose, et ça fait partie des réflexions un peu plus larges que mon propos, mais vous l'avez vu, le nerf de la guerre, c'est quand même ce côté binaire, constructible, inconstructible. Or, on est sur des impératifs climatiques, une urgence à agir, etc. Et effectivement, il y a une réflexion qui commence à émerger un petit peu, mais qui est encore très très légère et qui n'est pas tout à fait aboutie, sur l'habitat léger et réversible, qui commence à apparaître en France, mais qui est toujours une espèce d'angle mort, parce que ce sont des constructions qui ont lieu sur des terrains, qui parfois, quand elles sont légales, sur des terrains constructibles, mais c'est un peu un impensé de la pensée de la planification, qui est encore un peu binaire sur est-ce qu'on a le droit de construire en dur, on va faire des fondations, etc., ou est-ce qu'on n'a pas le droit du tout de construire. Donc ça fait aussi partie des réflexions peut-être pour les années à venir. Je ne l'ai pas dit avant, mais dans les tout premiers plans allemands, il y avait la question du remembrement urbain. Je voulais le dire et je voulais le redire ici. C'est-à-dire qu'à l'image du remembrement rural, qui a posé des problèmes et qui a été compliqué, c'est une solution alternative à l'expropriation aussi.
plutôt que d'exproprier des personnes, on voit que ça peut faire des contentieux, que ça peut faire retarder des projets. Il y a un exemple pas loin. Il y a aussi cette réflexion peut-être d'arriver plus simplement à échanger des terrains. Et la toute dernière chose qui est quand même fondamentale et dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé jusque-là, c'est que les plans sont construits par les villes qui ont des objectifs, etc. Mais il ne faut jamais oublier que certains acteurs, dans certains territoires, c'est peut-être pas vrai à Besançon, c'est pas vrai du tout dans les villes où il y a une énorme pression foncière du genre Paris, etc., où la ville est capable de faire appliquer son PLU parce que il y a un tel prix à la sortie que les promoteurs sont d'accord pour tout. Mais dans des territoires où il est plus difficile de trouver des capitaux privés pour construire, les promoteurs ont plus tendance à faire du lobbying pour faire modifier les plans d'urbanisme. Et là, ça pose une vraie question, c'est la place du privé et la place de la négociation dans la constitution de modifications de plans d'urbanisme, qui du coup ne sont plus l'outil et l'instrument aux mains des collectivités, mais qui sont beaucoup plus négociés avec des intérêts qui sont plus privés. Voilà, donc j'ai quand même essayé de finir avec quelques perspectives en espérant que vous avez des questions et qu'on puisse échanger autour de ça. Je vous remercie. Merci Thomas, et on a le temps de quelques questions, commentaires. Ouais. Je vous passe le micro. Oui, je reviens sur le flou artistique et l'évolution sur une dizaine d'années dans les PDU. D'un discours plutôt rationnel, on passe à un discours où tout est dans tout et rien est partout, quoi. Et donc, et ce discours est porté par les élus, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi derrière d'un désintérêt des citoyens? Parce que si j'ai bien compris, c'est aussi une de vos interrogations sur la participation des habitants ou des citoyens à la réalisation des documents d'urbanisme. Est-ce que ça n'entretient pas un désintérêt des citoyens à participer soit aux enquêtes publiques, soit au groupe de travail, etc., quoi? Merci. Question très intéressante. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où... Alors moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui font les documents parce qu'en fait, si on a de plus en plus de flou, c'est aussi que simplement les collectivités ont aussi une question de flou sur leurs ressources, sur les ressources qu'elles peuvent avoir, les dotations de l'État, sur la montée du contentieux, sur ce genre de choses. Le faire de l'urbanisme aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose qu'il y a 30-40 ans. Donc on peut comprendre qu'il y a un aspect un peu tactique aussi, et donc de ne pas dire tout explicitement. Maintenant, la participation, pour moi, en urbanisme, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si on parle du cadre minimum légal nécessaire de concertation, il est très bas en France, en fait. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, on peut faire passer un PLU en faisant 2 réunions qui sont uniquement à sens unique, où on va écouter un peu les gens, mais on va écrire ce qui a été entendu, mais on n'a pas forcément d'arguments à répondre en tant que puissance publique, et on n'a pas forcément de modifications à faire. Donc le minimum légal, il est très bas, en fait, par rapport à d'autres pays. Donc maintenant, est-ce que ça va démotiver des gens à venir s'investir ? Honnêtement, moi, j'ai été urbaniste dans une autre vie un peu avant, et je trouve que lorsqu'il s'agit de questions de droit des sols à la parcelle, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent, et il y a toujours une énorme motivation. Il y a moins de gens qui viennent pour les réunions stratégiques. Et c'est peut-être un petit peu humain aussi. Maintenant, pour les réunions où on va vraiment décider de quelles parcelles sont constructibles, etc., les débats peuvent être houleux, et les débats sont souvent, en tout cas les salles sont souvent pleines. Donc, à voir, je ne sais pas, mais en tout cas sur la planification stratégique, oui, je pense que peut-être moins sur celle qui est réglementaire et qui va conditionner les capacités de construction sur les parcelles, mais sur la partie plus stratégique, je pense que c'est déjà difficile de faire venir des gens. C'est déjà, si on regarde les travaux de collègues extrêmement sélectifs socialement, hein, ce sont des gens qui ont un capital culturel, beaucoup qui viennent dans ces réunions-là, beaucoup plus que des gens et qui ont un capital souvent économique aussi, qui sont plus surreprésentés. Donc je ne sais pas si ça peut avoir un impact, je pense que ça peut en avoir un impact que négatif, mais il faudrait peut-être être capable de le mesurer. Je ne suis pas aujourd'hui capable de faire ça, mais c'est possible. Merci. Ouais.
Bonsoir. Je suis un ancien directeur du développement immobilier de la grande distribution. J'ai lu beaucoup de plans locaux d'urbanisme, de Marseille à Strasbourg, en passant par Grenoble et Lyon. Avant votre intervention, je m'interrogeais pour comprendre pourquoi, dans toutes ces villes, les PLU sont quasiment identiques. La preuve, au niveau du logement de la maison individuelle, c'est que dans toute la France, aujourd'hui, on construit des maisons à toiture terrasse. On oublie les spécificités régionales, locales et de nos villes. Donc vous avez répondu à ma question, parce qu'on voit que tous les 10 ans, les villes glissent sur votre graphique dans la même direction. C'est parce qu'on modifie les PLU tous les 10 ans, et puis il y a des courants nationaux de pensée, d'agences d'urbanisme qui ont la même philosophie. Et finalement, je pense qu'on subit tous cette tendance nationale. Et à Besançon, il suffit de voir la colline des Montboucons, vous vous situez sur Thémis, et vous la regardez de l'est vers l'ouest, et vous voyez sur ce coteau l'évolution de chaque dizaine d'années au niveau densification, au niveau uniformisation des maisons qui s'y sont construites. Dans planifier, il y a plan. Et je m'interroge pourquoi les documents d'urbanisme ne sont pas en 3 dimensions. On n'intègre pas suffisamment la construction en intégrant la vision sur les collines, sur le relief. Voilà mon propos. Merci. Merci. Oui, c'est vrai que le temps d'avoir une transition avant la prochaine question, mais la question du paysage est importante, c'est-à-dire on a souvent une vue d'en haut de la ville finalement. Tous les documents que j'ai montrés, les documents de planification, sont souvent des documents effectivement à 2 dimensions qui ne remettent pas forcément on va dire la ville à hauteur d'humain, quoi. Qu'est-ce qu'on voit concrètement de tels endroits, etc. Alors je vais faire une petite promotion pour mes collègues de Théma, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus, donc je vous renverrai, ça je suis assez incompétent sur ces aspects, mais il y a quand même des réflexions pour essayer d'intégrer une qualité paysagère aussi dans... Peut-être pas aller aussi loin que des normes d'urbanisme, mais en tout cas essayer d'aller vers une prise en compte beaucoup plus forte dans les documents stratégiques. Oui, merci pour votre exposé. En fait, ma question, c'est comment concilier en fait l'urbanisme, l'écologie et les qualités de vie. Donc en fait, on se rend compte que dans le modèle, je sais pas, qu'on pourrait décrire des libéral des grandes villes, c'est de plus en plus un peu type Los Angeles. C'est une croissance démographique et une extension disons, des surfaces. Dans le modèle écologiste classique, en tout cas, qu'on peut voir, enfin en tout cas, l'écologie classique, ou disons plutôt réformatrice, serait plutôt à l'inverse, plutôt on densifie la population pour diminuer les surfaces. Et est-ce qu'il n'y aurait pas du coup, est-ce que c'est vraiment compatible? Parce qu'il y a un troisième courant, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on pourrait dire relocalisation écologique, qui consisterait plutôt que de développer dans les 2 autres modèles des grandes villes, plutôt aller vers des petites villes où justement on densifie mais un petit peu, c'est-à-dire qu'on remplace les petites maisons par des petits immeubles de 3-4 étages. Parce que dans le modèle classique de l'écologie, ça peut être vite des grands immeubles, ça peut être très dense, et en termes de qualité de vie, ça devient vite assez invivable. Donc dans le dernier modèle de relocalisation, disons, écologique, ça veut dire que c'est des petites villes avec finalement une démographie faible, et puis une densification, disons, intermédiaire, quoi. Donc ça, c'est les 3 modèles que j'ai observés. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Si j'avais la solution. Non, bon, je rebondirais sur... comment dire? Bon, l'idée de faire des petites villes qui sont interconnectées, qui ne vont pas au-delà d'un certain seuil de population, il y a un modèle qui est déjà extrêmement ancien, c'est celui des cités-jardins de Ebenezer Howard, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Donc c'est un Britannique qui date des années 1920 peut-être, je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais 20 ou 30, et qui avait justement planifié ça, en fait, des villes concentriques les unes à côté des autres, reliées par le rail, avec des espaces de production locaux, etc. Bon, honnêtement, l'urbanisme ne se fait plus vraiment par modèle utopique comme ça, parce qu'un modèle utopique nécessite un interventionnisme qui est extrêmement conséquent. Vous disiez avant remplacer des maisons par des immeubles.
Ok, conceptuellement, je peux être d'accord, mais ça nécessite quelque chose d'extrêmement violent, hein, des expropriations, des destructions de maisons, une reconstruction dessus, enfin, etc., etc. L'urbanisme tel qu'il se fait aujourd'hui ne se fait pas comme ça, du tout. On est sur un urbanisme aujourd'hui en France, en Europe, de modèle de démocratie libérale qui respecte la propriété individuelle. Alors, il y a plein de valeurs qu'on peut considérer comme positives. Il y en a aussi des négatives, hein, c'est-à-dire, et ça explique toute une partie du côté un peu inconséquent et puis non, plutôt ineffectif des plans, c'est que c'est pas un plan de type soviétique qu'on fait là, c'est un plan qui incite, qui essaye d'accompagner, mais on va quasiment jamais exproprier les gens, on va jamais obliger quelqu'un à construire une deuxième maison dans son jardin parce que c'est son terrain. Donc même les politiques de densification, elles se heurtent aussi, peut-être heureusement, à ça, c'est-à-dire au fait on impose des choses uniquement si la personne a un projet. Et quand la personne a un projet, on va pouvoir lui dire effectivement, tes tuiles, tu ne vas pas les mettre en ardoise, mais elles vont être oranges, tu n'as pas le droit de construire plus que 30%, etc. Mais on n'est pas du tout dans un modèle interventionniste où la puissance publique va redémolir, faire de la tabula rasa, etc. Donc je pense que l'urbanisme de cette forme-là, il a existé à certaines époques, sous différents régimes, hein, des régimes démocratiques, d'autres moins, etc. Mais je trouve qu'en tout cas, l'urbanisme tel qu'on le fait aujourd'hui n'est plus du tout de cette forme-là. Donc peut-être y aura-t-il une nécessité à un moment ou à un autre de rendre les choses peut-être, ou en tout cas la puissance publique peut-être plus interventionniste, mais ça pose beaucoup de questions de légitimité des acteurs qui développeraient ces politiques. Voilà. Après, pour Los Angeles, oui, si la maison, malheureusement, d'un certain point de vue, la vie rêvée d'un Français ou d'une Française, c'est souvent la maison avec jardin, effectivement. Dans les enquêtes d'opinion, on a encore tout ça. Maintenant, on est moins quand même sur l'urbanisme à la Los Angeles aujourd'hui en France, puisqu'on a quand même les logiques de ZAN, de zéro artificialisation nette. Donc d'ici 2050, quand même, en gros, les villes ont artificialisé un certain quanta, un certain espace, et petit à petit on va réduire à chaque fois de moitié les surfaces qu'elles auront le droit d'artificialiser. Donc on n'est plus du tout sur des modèles extensifs, bien au contraire, on est sur des modèles de densification qui posent plein d'autres problèmes, hein. Parce qu'il y a plein de dents creuses en ville qui n'ont jamais été construites, et il y a souvent des bonnes raisons aussi pour ça. Elles n'ont pas toutes forcément une valeur. En tout cas, elles poseraient des problèmes si elles étaient construites. Voilà. Donc, effectivement, la ville des années 70, c'était plutôt de format Los Angeles, banlieue, voiture, etc. Mais quand même, les plans d'urbanisme ne vont plus du tout dans ce sens-là. Ne peuvent même plus. Franchement, si une ville voulait le faire, je pense que ce serait retoqué par l'État, parce que justement, il y a des textes de loi qui contraignent, notamment l'artificialisation. Ok, on va arrêter là. Merci beaucoup encore une fois, Thomas.